Très heureux de vous retrouver pour cette formation en ligne Sonoscanner. Nous sommes ravis d'accueillir ce soir le docteur Hervé Picard, médecin généraliste à Paris, qui pratique l'échographie depuis 4 ans, je crois, et qui nous fera part de son expérience dans son utilisation courante. Ce qui est très intéressant avec le docteur Picard, c'est qu'il maîtrise l'échographie clinique et le métier de clinicien en médecine générale. Donc, il y a vraiment les deux aspects et qui, je pense, vous allez vous y retrouver. Pour tous les médecins généralistes qui nous regardent, c'est une excellente occasion de poser vos questions qui vous concernent directement à travers le chat qui est à disposition sur ce webinaire. Donc, merci beaucoup, docteur, de partager votre savoir avec toute la communauté Sonoscanner. Ensemble, nous allons passer un moment passionnant, ça va durer environ 1 heure, sur un sujet qui vous concerne tous dans votre pratique, en revoyant ensemble des cas cliniques rencontrés en médecine primaire. Alors, pour la petite histoire, le docteur Picard a plus de 10 700 vues en replay sur YouTube. Donc, voilà, ce soir, on passe la soirée avec une star de l'Internet, on en est très heureux. Mais ça démontre surtout la qualité de l'intervenant et l'importance des interventions que le docteur Picard est amené à faire avec Sonoscanner. En 2020, les échographes de Sonoscanner ont connu un succès très important, en particulier auprès des médecins généralistes. Les raisons du succès se basent sur 3 critères principaux. D'abord, l'excellente qualité d'image. C'est très important quand vous devez prendre des décisions basées sur l'échogénicité d'un tissu. Deuxièmement, la très grande simplicité d'utilisation pour une prise en main facile dans la continuité de la palpation. Et troisième point, particularité issue du fait que nous sommes constructeurs français, donc que nous avons fait nos échographes en partenariat avec des médecins français, des fonctionnalités uniques, extrêmement appréciables, et je pense en particulier au rapport intégré, que ce soit sur les appareils, ici je suis en Archeolite, ou sur le cloud pour notre gamme ultra portable. Ça vous fait gagner de précieuses minutes dans vos comptes rendus. Ce soir, j'ai voulu, en préambule de cette formation, partager avec vous 2 exemples, 2 cas concrets récents qui illustrent la mise en pratique de l'échographie en soins primaires. Alors tout d'abord, c'est l'exemple du docteur Christian Lecor, avec qui nous avons le plaisir de collaborer, qui est installé près de Périgueux et qui m'a fait part la semaine dernière d'une formidable expérience. Et cet exemple est très intéressant parce qu'il montre qu'un médecin généraliste en milieu rural, en l'occurrence, a la possibilité d'être opérationnel après une journée de formation et de pouvoir ainsi diagnostiquer plus efficacement ses malades. En effet, le docteur Lecor a passé la journée avec Nicolas, un de nos formateurs échographistes que vous connaissez, qui fait partie de l'Académie Sonoscanner. Il a passé une journée complète dans son cabinet à Périgueux avec lui. Et ensemble, toute la journée, ils se sont entraînés, ils ont vu comment scanner l'abdomen, la thyroïde, la vessie, l'épaule, faire de la recherche de phlébite. Voilà, tout ça condensé en une journée, très dense, on m'a-t-il dit, mais qui lui ont permis, au bout de cette journée, d'être capable de lui-même prendre la sonde, faire de l'échographie sur ses patients, poser ses premiers diagnostics. Tant et si bien que lors de la consultation, la première consultation du lendemain, avec son Ulight, il a été capable de diagnostiquer un lipome à l'abdomen chez une patiente âgée et de tout de suite pouvoir la rassurer. Donc voilà un apport concret de l'échographie en cabinet de médecine générale qui permet d'aller plus loin dans ces diagnostics. Le deuxième exemple que je souhaitais partager avec vous, qui est dans un contexte encore plus aigu, vous vous souvenez sans doute, je vous parlais la dernière fois du cas d'un docteur qui a été confronté malheureusement à 2 patients décédés dans son cabinet par rupture d'anévrisme. Et le docteur m'expliquait que c'était parce qu'elle n'avait pas la possibilité de faire venir les secours suffisamment rapidement, elle ne les prenait pas au sérieux. Et donc, elle s'est dit, suite à ça, qu'il fallait qu'elle se mette à l'échographie pour avoir la preuve par l'image et dire « oui, j'ai vu quelque chose ». Pas plus tard qu'hier, je recevais un message qui complète cette histoire, qui provenait du docteur Marie-Claire Buis, qui est basée dans le Cantal, je crois, et qui me faisait part d'un commentaire à travers notre channel LinkedIn,
je vous le cite. Hein. Donc, ce matin, j'ai vu en échoscopie, avec un Orcheolite de Sonoscanner, donc ce type d'appareil, un volumineux anévrisme de l'aorte susrénale en train de se disséquer. J'ai envoyé mon patient immédiatement aux urgences. Lui avait seulement de petits malaises sans perte de connaissance depuis 3 mois, avec une vague douleur abdominale à chaque fois. Le docteur conclut, c'est avec ce genre d'aide que l'échographie paraît juste indispensable en médecine générale. Donc voilà, c'est des exemples concrets qui montrent l'importance de l'utilisation de l'échographie et qui expliquent pourquoi c'est de plus en plus utilisé de nos jours dans la pratique clinique. Alors, à l'occasion de cette fin d'année, qui a été difficile pour tous, Sonoscanner se mobilise et propose une offre exceptionnelle, limitée dans le temps. Nous allons, voilà, Marie qui m'assiste aujourd'hui et que je remercie de m'assister, va vous communiquer par lien un lien qui vous permet de profiter de cette offre. Donc, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées pour en bénéficier. Je crois que c'est valable jusqu'à la fin du mois de novembre, tout début décembre. Et comme le dit le docteur Rosenbaum dans une vidéo récente que nous avons fait avec lui, il est particulièrement intéressant pour un cabinet, pour un médecin en pratique libérale, de s'équiper d'un échographe maintenant. Et voici les 3 raisons principales. Tout d'abord, bien sûr, le meilleur suivi de ses patients, une meilleure qualité diagnostique. En s'équipant maintenant, vous avez la possibilité de faire passer cet investissement sur les charges de 2020. C'est intéressant. Dépêchez-vous, il reste jusqu'au 31 décembre pour cela. Et enfin, c'est l'occasion de profiter des offres de fin d'année que vous propose Sonoscanner, qui sont exceptionnelles, en cette année exceptionnelle. Pour vous faire une offre personnalisée sur le plan de l'équipement qui vous convient le mieux sur le plan financier, nos experts sont à votre service. En échangeant 5 à 10 minutes avec eux, vous allez être en mesure de définir l'équipement qui convient le mieux à votre usage, que ce soit en cabinet principalement, en visite, à domicile, un usage mixte, et d'avoir la solution de financement le plus adapté. Vous retrouvez sur ces slides dans lesquels on va enlever le petit zoom, toutes les coordonnées des personnes qui sont à votre service pour répondre à vos questions, vous accompagner. Madame Martine Berdichevski, qui a plus de 20 ans d'expérience dans l'accompagnement des médecins. N'hésitez pas à l'appeler. Moi-même, vous avez mes coordonnées, mon mail, mon portable, je suis à votre disposition. On sera ravi de vous assister. Je vais laisser la parole au docteur Picard qui va nous présenter un cas vraiment très pratique de l'utilisation de l'impact de l'échographie dans sa pratique. Nous allons passer une heure passionnante ensemble. Merci à tous et à tout à l'heure. Bonjour à tous. Merci Étienne, merci Sonoscanner pour l'accueil que vous me faites. Voilà, aujourd'hui, on va parler de cas pratiques au cabinet de médecine générale. Alors, il est classique de présenter ces liens d'intérêt. Donc, j'en ai 2. Je suis rémunéré par la société Sonoscanner pour des webinars et pour des formations sur site en échographie pour les soins primaires. Et par ailleurs, je suis rémunéré par une autre société qui s'appelle VitaDX pour un accompagnement de méthodologie et de biostatistique dans un travail qui n'a rien à voir avec l'échographie, qui est le développement d'un outil de dépistage des anomalies cytologiques urinaires pour le dépistage du cancer de la vessie chez les populations à risque. Peut-être vous dire un mot de plus sur qui je suis. Je ne suis pas du tout un expert en échographie. Certes, je me suis formé au Centre francophone de formation du professeur Bourgeois, et puis j'ai commencé un diplôme interuniversitaire d'échographie que je finirai peut-être un jour, mais que j'ai toujours pas fini parce que j'avais pas le temps. Voilà, je suis avant tout un médecin généraliste qui utilise un échographe tous les jours dans sa pratique. Mon cabinet est situé dans Paris. C'est une patientèle assez diverse parce qu'on est dans un quartier de Paris qui est un peu à la frontière entre des quartiers chics et des quartiers plus populaires. Et une des spécificités de ma pratique, c'est que je m'intéresse beaucoup aux maladies chroniques en général. J'ai pas mal de patients qui ont des pathologies chroniques un peu compliquées, des histoires de maladies infectieuses de médecine interne. J'ai sélectionné pour vous 4 cas cliniques aujourd'hui
qui sont des histoires réelles qui sont arrivées ces 5 dernières années. La première histoire que je vais vous raconter est une histoire encore en cours, puisque je revois la patiente mardi prochain, je crois. Avant de commencer sur les histoires cliniques, peut-être, c'est bien de reposer les bases de ce que j'appelle l'échographie clinique. Je milite un peu pour l'utilisation de ce terme, euh, parce que je pense que les mots sont importants et que surtout, c'est très important de savoir ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas. L'échographie, ok, tout le monde sait ce que c'est de mettre une sonde sur un patient pour regarder dedans de manière dynamique ce qui se passe. La clinique, tout le monde sait ce que c'est aussi. Il y a une sous-branche de l'échographie qui s'appelle POCUS, pour Point of Care Ultrasound, l'échographie à la pointe des soins, disent les Canadiens. Et au départ, l'échographie clinique, elle est née de l'intégration du Point of Care Ultrasound dans la pratique des médecins de soins primaires. Donc, le POCUS, c'est au départ les urgentistes et dans un second temps les réanimateurs qui l'ont inventé. L'idée consiste à dire qu'on va utiliser un appareil d'échographie au lit du malade, n'importe où, à l'hôpital, mais aussi au domicile ou dans des situations d'urgence, voire même en médecine de guerre, pour répondre de manière sûre à un certain nombre de questions précises qui appellent des réponses oui/non. Par exemple, quand vous faites un examen POCUS de l'abdomen, vous allez pouvoir répondre oui/non à la question est-ce que les cavités rénales sont dilatées. Vous allez pouvoir répondre oui/non à la question y a-t-il un anévrisme de l'aorte abdominale. Mais cet examen-là, voilà, il y a un certain nombre de questions auxquelles vous pourrez répondre de cette manière-là, et les études montrent que les courbes d'apprentissage pour ce type d'examen sont rapides. C'est-à-dire que la performance d'un apprenant sur du POCUS est quasiment similaire à celle d'un imageur expérimenté au bout de 30 à 70 examens, suivant les cas, ce qui finalement est assez rapide. Mais un examen POCUS, ce n'est pas une échographie comme la ferait un spécialiste en imagerie médicale. Lorsque le radiologue fait une échographie abdominale, par définition, à la fin, il a absolument tout examiné. Avec beaucoup d'expérience et puis avec des formations spécifiques sur l'échographie abdominale, je me sens relativement à l'aise parce que j'ai dû en faire 2500 et que j'avais fait un relativement long stage dans un service de radio à l'hôpital pour apprendre. Donc, je m'autorise à dire que je fais des échographies abdominales presque comme un radiologue. Je dis bien presque parce que entre un radiologue qui fait que ça depuis 10 ans et moi qui en fais de temps en temps quand il y a besoin au cabinet, il n'y a pas photo, le radiologue les fait beaucoup mieux que moi. C'est un point important parce que ça veut dire que lorsqu'on utilise l'échographie en médecine générale, c'est vraiment très important de ne pas hésiter à demander une écho ou un scan chez le radiologue chaque fois qu'on a un doute. Ça n'est pas se rabaisser que de dire ben, je ne sais pas trop ce que j'ai vu, ou bien j'ai regardé l'abdomen, j'ai vu qu'il n'y avait pas de dilatation des voies excrétrices au niveau rénal, qu'il n'y avait pas d'anévrisme de l'aorte abdominale, j'ai pas vu de lésion focale hépatique évidente, j'ai vu que le foie et la rate étaient de dimension normale, tout ça je sais le voir, mais par rapport à la clinique et à l'histoire du patient, je n'ai pas tout à fait la réponse à mes questions, donc je voudrais être sûr qu'on a absolument tout regardé, même les toutes petites choses qui ne se voient pas bien quand on n'a pas beaucoup d'habitude, et dans ces cas-là, je l'envoie chez le radiologue, vraiment sans le moindre complexe. Donc voilà, il y a une différence fondamentale entre l'examen complet du radiologue et le POCUS. Et c'est important à garder en tête parce que les reproches que font parfois les adversaires de l'échographie par le médecin généraliste, c'est de dire l'échographie, si vous n'en faites pas beaucoup, vous ne savez pas la faire. Clairement, il y a pas mal d'études sur le sujet, la réponse est très claire, non, ce n'est pas vrai. L'échographie, si vous n'en faites pas beaucoup, vous savez faire, on a prouvé que vous saviez faire sur un certain nombre de questions bien précises et bien déterminées. Et c'est là-dessus
on peut avoir confiance. Ce que je vais vous montrer dans la suite, c'est des cas où j'ai vu en échographie des choses, soit des choses simples qui rentrent dans le cadre du point of care ultrasound, soit des choses moins simples, mais où grâce à la clinique, j'avais une très forte suspicion diagnostique, et c'est le radiologue qui a affirmé derrière le diagnostic. Donc, ça, c'est point of care ultrasound appliqué à la médecine générale. Ce que moi j'appelle l'écho clinique, ça va un petit peu au-delà. C'est l'idée que l'échographie peut être pratiquée dans le même temps que l'examen clinique. Par exemple, lorsque vous palpez un ventre, vous pouvez très bien le palper en tenant une sonde. Vous allez sentir dans la main la résistance de l'abdomen, vous saurez à quel endroit ça fait mal au patient quand on appuie, et en même temps, vous faites les images. Donc, ce n'est pas du tout la même chose qu'un radiologue qui fait juste les gestes adaptés pour acquérir les bonnes images. Là, c'est un examen clinique écho-aidé, et il y a bien sûr de l'interaction avec le patient parce que vous allez pouvoir lui montrer à l'écran et lui expliquer ce que vous voyez, ce qui, à mon avis, est essentiel parce que ça permet au patient d'être actif dans sa prise en charge et de comprendre ce qui se passe. Donc voilà, c'est un concept que j'essaye de promouvoir. Je ne savais pas du tout que j'avais eu autant de vues sur YouTube, ça fait plaisir, merci. Et du coup, peut-être que l'expression échographie clinique en médecine générale va finir par se diffuser, en tout cas je l'espère. Quel niveau de preuve sur l'échographie clinique? On n'en a pas vraiment parce qu'il n'y a pas d'études sur l'échographie clinique telle que je vous la raconte là. En revanche, il y a de bonnes études sur le point of care ultrasound en médecine générale. Je vous ai mis ici la référence d'une revue systématique de la littérature relativement récente dans Annals of Family Medicine 2019, qui a été bien faite et qui retrouve, suivant les indications, une sensibilité de l'ordre de 91 à 98% et une spécificité de l'ordre de 83 à 95%. Alors, entendons-nous bien, c'est la sensibilité et la spécificité par rapport à un gold standard qui est l'échographie par radiologue pour un certain nombre de questions très précises. Dilatation des voies excrétrices rénales, oui, non. Anévrisme de l'aorte abdominale, oui, non. Ce n'est pas la sensibilité et la spécificité de tout ce qu'on pourrait trouver en écho. Mais vous voyez que c'est quand même des chiffres qui sont très, très honorables. Et puis, ça varie beaucoup suivant la région que l'on examine. Par exemple, elle est plutôt plus basse en échographie cardiaque. On est de l'ordre de 75 à 80%. Le cœur, c'est difficile. On est quasi à 100%, par exemple, pour le dépistage des anévrismes de l'aorte abdominale. Et ça, c'est très rapide à apprendre. C'est-à-dire que la courbe d'apprentissage plafonne à partir du 25e ou 30e, je ne sais plus, examen réalisé. Ça renvoie à ce que disait Étienne Richard, c'est que l'anévrisme de l'aorte abdominale, ça n'est pas si rare que ça. On estime que c'est de l'ordre de 3 à 5% des hommes fumeurs de plus de 65 ans, ce qui veut dire que forcément, nous en voyons passer de temps en temps dans nos cabinets sans le savoir. Et l'anévrisme de l'aorte abdominale, lorsqu'on intervient avant que ça se complique, le pronostic est excellent. Si on arrive sur une rupture, le risque de mortalité est très très élevé. J'ai eu le malheur un jour dans ma carrière, quand je faisais des urgences, de voir sous mes yeux mourir un monsieur de 66 ans de ça. Je suis content de me dire que tous mes patients, alors je vais même un peu au-delà des recommandations puisque je fais l'examen pour tous mes patients, hommes ou femmes, de plus de 65 ans, qu'ils soient ou non fumeurs. Et honnêtement, ça va plus vite que de prendre la tension artérielle. C'est-à-dire que je ne fais pas une écho-abdo complète, je ne regarde pas tout, je pose la sonde sur l'aorte pour la mesurer. Parce que je ne veux plus jamais voir quelqu'un mourir comme ça d'une rupture d'anévrisme qui serait évitable. Donc, toute l'idée du paradigme de l'échographie clinique, c'est d'intégrer l'écho à la pratique clinique, avec comme logique que l'échographie vient compléter la clinique et pas la remplacer. On ne fait pas une échographie comme le radiologue, je vous l'ai dit, on répond à un certain nombre de questions précises. On va cibler son examen en fonction des questions que l'on se pose cliniquement. Dans toute la mesure du possible, en tout cas c'est ce que moi je fais, on intègre le geste échographique au temps de l'examen clinique. Et je ne le redirai jamais assez, donc je le redis encore,
il faut savoir faire appel au radiologue dès qu'on a un doute. Passons à des histoires cliniques. Il s'agit d'une dame de 45 ans qui est mariée, elle a 3 grands-enfants qui ne vivent plus chez elle et elle travaille comme femme de ménage. Dans ses antécédents, on retrouve une lombosciatique ancienne, plus de 10 ans, qui fait des poussées douloureuses de temps en temps, traitées par anti-inflammatoires si besoin, et une colique néphrétique droite il y a 5 ans qui a guéri et qui n'est plus d'actualité. Elle n'a aucun traitement en cours. Son histoire commence début octobre de cette année par une chute en vélo qui entraîne la formation d'un hématome de la racine de la cuisse gauche. Elle voit qu'elle a un bleu, ça lui fait un petit peu mal, mais elle ne s'inquiète pas, elle ne consulte pas, et elle constate que tout doucement, l'hématome passe par les phases classiques de la biligénèse, ça devient jaune, ça lui fait de moins en moins mal. Sauf que, environ 3 semaines plus tard, elle commence à avoir mal là où il reste un peu des traces du bleu, avec des douleurs qui vont en augmentant jour après jour et qui la réveillent la nuit. Comme c'est quelqu'un de dur à la douleur, c'est ainsi qu'elle se décrit, elle attend en disant ça va passer. Et puis quand même, au bout d'une semaine, après une nuit où elle a quasiment pas dormi du fait de la douleur, elle vient consulter au cabinet l'une de mes associées. Hop. Cliniquement, on retrouve un placard inflammatoire de la racine de la cuisse et de la fesse gauche qui est douloureux, très douloureux à la palpation et qui est vraiment rigide, cartonné. Il y a une adénopathie inguinale de 1,5 cm du même côté. La patiente est subfébrile, sa pression artérielle est normale, je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'était dans les clous. Fréquence cardiaque 90. Le reste de l'examen clinique est totalement normal. Et ça ressemble à ceci, avec un placard qui est comme vous le voyez, bien rouge et vraiment douloureux et induré. Mon associé m'appelle en me disant « Est-ce que tu pourrais pas jeter un coup d'œil pour dire ce que tu en penses et jeter éventuellement un coup d'écho ?» À ce moment-là de l'histoire, qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce que vous feriez? Alors, je suis en train de chercher où est-ce que je peux attraper. Alors dans le chat, là, il y a le chat, n'hésitez pas à dire vos suggestions dedans. Alors, ça y est, j'ai trouvé le chat. Alors, cellulite avec abcès de Patricia Attali, surinfection de l'hématome sous-jacent. Effectivement, vous avez entièrement raison. La première chose à laquelle on va penser, c'est que ça s'est infecté. Et vous pensez à un abcès, ce qui est effectivement très juste. La question maintenant, c'est à ce stade, si on n'a pas d'écho au cabinet, qu'est-ce qu'on propose à la patiente pour la suite de la prise en charge? Est-ce qu'on la met sous antibiotiques? Si oui, laquelle? Est-ce qu'on l'adresse directement au service des urgences? Est-ce qu'on demande une imagerie? Alors, biologie en urgence et antalgique, d'accord. Quelles autres propositions? Pendant que vous réfléchissez, je vais boire du lait. Augmentin et drainage sous écho. D'accord. Alors, on a effectivement pensé un peu comme le docteur Attali, si très algique urgence, dit Thierry Daniel, antibiothérapie probabiliste comme Augmentin puis Avichir. Donc effectivement, on est tous en ligne sur la logique de prise en charge. Voici ce que nous avons fait puisque nous avions l'écho au cabinet. Je vous montre ici des images qui ont été prises avec un U-Light, une sonde linéaire haute résolution, en mode très superficiel. À gauche, vous avez la racine de la cuisse droite pour avoir une image de à quoi ça ressemble quand c'est sain. Pourquoi j'ai pris cette image? Parce que même si j'ai déjà fait des échographies des parties molles,
j'en ai pas une grande expertise et que finalement, c'est un peu une question de bon sens quand on n'est pas complètement sûr. Regarder si c'est pareil que l'autre côté est quelque chose qui va aider. Alors, je remets le chat. Alors, oui, il y avait une question du docteur Attali, hématome collecté. Alors, quand on regarde l'image qui est à droite, donc qui correspond à la lésion de la patiente, on constate qu'on a une perte de l'aspect de l'écostructure différenciée du tissu cellulo-graisseux sous-cutané que vous voyez sur l'image de gauche. Tout ça est confondu dans une espèce de brouillard hyper écogène. Et au centre, vous avez une formation arrondie, mais assez hétérogène. L'image n'est pas de très bonne qualité, j'avais fait ça un peu dans l'urgence. En vrai, euh, quand on regarde la suite du diaporama, voilà, ce à quoi j'ai conclu, c'est perte de l'écostructure normale du tissu cellulo-graisseux sous-cutané, aspect globalement hyperécogène, présence d'une plage hypoanécogène de 25 mm de grand axe, évoquant une collection liquidienne. Effectivement, comme vous l'avez dit avec très juste raison, on est sûr qu'il y a une collection maintenant, mais est-ce que c'est un abcès ou un hématome collecté avec une érysipèle autour? Et comme certains d'entre vous l'ont dit, on a quand même bien envie d'évacuer. Et puis, en tout cas, personnellement, j'ai bien envie d'avoir une bactériologie. Donc, on propose à la patiente de faire une ponction et elle dit d'accord. On se met en condition stérile, on fait une bonne anesthésie locale et on évacue 6 millilitres de pus absolument franc, évident, du pus totalement blanc. Donc, on est sûr que c'est un abcès et ça part au laboratoire de bactériologie, ce qui va nous permettre d'avoir une identification de l'agent infectieux et un antibiogramme. Il y a un deuxième avantage qui est très net, c'est que ce qui fait mal dans ces abcès, c'est la pression, c'est la tension. Et donc la patiente rentre chez elle en disant qu'elle se sent très soulagée par l'évacuation qu'on a faite, qui n'est pas complète. On a aspiré tout ce qui était possible, mais j'avais simplement une petite aiguille verte, une petite seringue de vin. J'avais pas de gros drains, c'était très épais. En contrôlant à l'écho après le geste, il en restait encore. On est donc sur une cellulite bactérienne avec un abcès. L'hypothèse bactériologique, compte tenu du fait que c'est en gros comme une érysipèle, ça va être streptocoque ou staphylocoque qui vient en premier, avec toutefois un élément de vigilance, c'est qu'on est relativement près du périnée, et donc dans cette région-là, il y a aussi des bactéries anaérobies, donc on est d'autant plus content d'avoir demandé l'antibiogramme. En attendant, on traite par pristinamycine, qui est un classique dans les érysipèles et les abcès cutanés. Et puis, le traitement d'un abcès cutané, il est médico-chirurgical. Il faut mettre à plat et effondrer les logettes au doigt. Donc, on l'adresse à l'hôpital. À l'hôpital, ça ne se passe pas très bien. Elle arrive dans un hôpital qui est en tension parce qu'il y a beaucoup de Covid, c'est un peu difficile pour les équipes. Le chirurgien, l'interne de chir viscérale qui est bipé dit que c'est un abcès, c'est pas de la chir viscérale. L'interne de chir plastique se déplace en maugréant, dit qu'on ne va pas s'embêter à faire ça au bloc, ce qui est une erreur. Hein, les abcès de ce type-là, quand ça s'évacue chirurgicalement, c'est bien sûr au bloc. Donc, ils font une incision, un coup de bistouri sous Calinox dans un box aux urgences. La pauvre patiente a très mal. Ils ne font pas de prélèvement bactériologique, mais ça, c'est pas bien grave, puisqu'on l'avait déjà fait et que la patiente leur avait dit c'était dans notre lettre. Ils trouvent la patiente un peu marbrée. Du coup, les urgentistes s'inquiètent et la gardent 48 heures. Ils font un relais antibiothérapie par augmentin et, je ne l'ai pas précisé sur le diaporama, une dose de gentamicine IV. Ce qui est plus embêtant, c'est que l'équipe hospitalière, probablement parce qu'ils sont sous pression et qu'ils ont énormément de travail, ne récupère pas les résultats de la bactério en appelant le labo de ville. Et du coup, comme la patiente va mieux sur le plan des constantes, elle n'est plus marbrée, il la laisse sortir sous piostacine. 3 jours plus tard, la patiente revient parce qu'elle a toujours mal
Et voici à quoi ça ressemble. Très sincèrement, ça n'est pas formidable. On voit un petit hématome additionnel au point de ponction, un début de desquamation, mais c'est toujours très inflammatoire, c'est toujours très douloureux. Et on refait un examen échographique. Donc, elle est encore un petit peu fébrile, tension normale, fréquence cardiaque 85. C'est toujours hyperéchogène, dédifférencié. Ils ont apparemment presque tout évacué puisqu'il reste un demi-centimètre d'image de collection. Et évidemment, on récupère la bactério qui, c'est du pu, donc effectivement, il y a 1 million de leucos, ça c'est normal. Mais surtout, on a la surprise de découvrir que la bestiole, c'est pas du tout un cocci cutané, c'est un colibacille, c'est une entérobactérie, accessoirement résistante à l'ampi, à l'augmentin, à la ticarciline. Donc cette dame, elle est sous une antibiothérapie totalement inefficace depuis le début. En revanche, comme sa bestiole est sensible aux aminosides, la dose unique de Janta qui lui a été mise à l'hôpital a probablement cassé un peu le processus infectieux. On fait donc une rotation d'antibiotiques, on la met sous ciprofloxacine 500 mg toutes les 12 heures. Et après une semaine dans cette antibiothérapie-là, elle n'a plus mal, elle n'a plus de fièvre, c'est devenu souple, ça reste encore un peu rosé, mais c'est en voie très nette de guérison et elle n'a plus du tout de douleur. Hop. Alors, il va falloir être un petit peu vigilant sur la suite de l'évolution de cette patiente parce que il y a un vieil adage d'infectiologie qui dit antibiotique plus pu égale pu. Et je n'ai pas une grande confiance dans la qualité du geste d'évacuation qui a été fait aux urgences sur un coin de table. Si c'était juste un coup de bistouri qui n'ont pas vraiment curé l'abcès à l'intérieur, il est possible que la petite collection que j'avais vue en échographie persiste. Et à ce moment-là, la question se posera de savoir si on l'évacue sous échographie ou si on la renvoie chez les chirurgiens pour refaire un geste, mais cette fois-ci en évitant le passage par les urgences puisqu'on n'est plus dans l'urgence. Les recommandations ne sont pas très claires. L'avis de ma collègue infectiologue serait plutôt en faveur du geste chirurgical si jamais persiste une collection, mais il y a des publications récentes, notamment dans la revue médicale suisse, sur la prise en charge des abcès du sein, qui synthétisent des études lesquelles sont très en faveur d'un traitement par antibiothérapie et évacuation éco-guidée, éventuellement répétée avant la chirurgie. Ce n'est pas un abcès du sein et on n'a pas de littérature sur les abcès cutanés de la région périnéale, donc ça reste à voir. Mais voilà, je trouve l'histoire intéressante d'abord parce qu'elle est pour moi très actuelle, c'est encore en cours. Finalement, qu'est-ce que l'écho clinique nous a apporté dans cette histoire-là? Ça a permis d'affirmer le diagnostic de cellulite et d'abcès que vous aviez très très bien soupçonné sur la clinique. L'écho ne nous a pas révolutionné la prise en charge au niveau du diagnostic. En revanche, on avait une forte suspicion avant l'écho. Après l'écho, on a une certitude. La deuxième chose, c'est que ça nous a permis de ponctionner sous contrôle écho, d'être sûr d'aller dans l'abcès, de ne pas mettre une aiguille à l'aveugle dans une région qui est quand même extrêmement proche de la vulve, donc délicate. Ça a permis d'avoir une bactério, et la bactério, très clairement, elle a changé la donne de la prise en charge de cette patiente. Et puis, sur le moment, tout de suite, ça a apporté un soulagement à cette dame qui était quand même très douloureuse. Alors, est-ce qu'on a fait une anesthésie locale avant la ponction? Oui, en fait, j'ai pris une aiguille très fine, ce qui est les petites aiguilles orange. J'ai injecté à peu près 2 millilitres de xylocaïne sans adrénaline, vraiment dans le plan cutané. Et puis, une fois que la partie superficielle a été anesthésiée, j'ai pris la plus grosse seringue dont je disposais, qui était une seringue de 20, sur laquelle j'ai mis une grosse aiguille verte avec un plus gros diamètre. J'ai pris, là encore, 2 millilitres de xylo pour traverser le plan cutané qui était anesthésié, puis continuer en faisant une anesthésie traçante sous écho jusque dans l'abcès pour lui faire le moins mal possible.
Est-ce qu'elle a senti quelque chose? Elle a dit qu'elle a senti la brûlure de l'anesthésie au moment où on faisait l'anesthésie superficielle, et puis ensuite, plus rien. Alors c'est une règle que moi je m'impose, mis à part pour un vaccin ou une intramusculaire, et encore, je mets jamais des aiguilles dans des gens sans les endormir au préalable, parce qu'on est en 2020 et que ça me paraît juste barbare, alors qu'on a facilement accès à la xylocaïne, de faire mal à nos patients. Voilà pour cette histoire. Est-ce que, dans le chat toujours, est-ce que vous avez des remarques ou des questions à propos de l'histoire de cette dame? Apparemment non. Je vais passer à l'histoire suivante. Si la machine veut bien. Oui, la machine veut bien. Alors, histoire numéro 2. C'est un peu lent mon diaporama. Voilà. Il s'agit d'un homme de 58 ans, célibataire, sans enfant, qui vit dans un petit studio dans le cœur de Paris et qui travaille comme serveur dans la restauration. Il travaille énormément, mais là, avec l'épidémie de coronavirus, ça s'est un peu calmé sur le plan de son travail. Dans ses antécédents, on retrouve une érysipèle du membre inférieur droit, 3 épisodes de pneumopathie communautaire qui ont été facilement traités par antibiothérapie sans séquelles, et un tabagisme actif à 35 paquets années. La problématique actuelle, c'est un adénocarcinome pulmonaire qui a été diagnostiqué en 2019 devant des douleurs thoraciques et une échographie pulmonaire qui à l'époque montrait des condensations. Donc après passage à l'hôpital, scanner thoraco-abdominopelvien, bilan d'extension, etc. Il a des métastases rachidiennes et depuis 1 an, il est traité par chimio exclusive avec une relativement bonne stabilisation des lésions selon les oncologues, puisqu'il a toujours 2 lésions du rachis lombaire qui ne grossissent pas et ne diminuent pas non plus et qui ne sont pas douloureuses, et de toutes petites lésions parenchymateuses pulmonaires qui sont considérées comme stables. Il est en pause dans sa chimiothérapie depuis 1 mois pour un problème de tolérance, parce que vraiment, je ne sais pas quels sont les médicaments de chimio qui étaient employés chez ce monsieur, mais ça lui donnait notamment une toxicité cutanée palmoplantaire, avec des douleurs importantes, et les oncologues avaient décidé de faire une pause. Il est sous paracétamol-codéine en cas de douleur, et en pratique, il n'en prend quasiment qu'1 jour sur 2, sauf depuis quelques jours, où il a mal dans la poitrine et il est gêné pour respirer. Cliniquement, la douleur est basique thoracique postérieure droite et elle est très nettement majorée par les efforts physiques. Lorsqu'il reste assis ou lorsqu'il marche tout doucement, ça va. Dès qu'il commence à vouloir bouger, c'est difficile. Et c'est compliqué pour lui parce que c'est un monsieur qui est très actif, qui a l'habitude de beaucoup marcher. Et là, il se retrouve limité. Après 5 minutes de marche, il est vraiment essoufflé. Donc, classification New York Heart Association, stade 3. Il n'a pas de fièvre, sa pression artérielle est normale, fréquence cardiaque 95, fréquence respiratoire 14. La saturation pulsée en oxygène est à 98% en air ambiant. Donc, a priori, tout va bien, en air ambiant au repos. À l'auscultation thoracique, il a un murmure vésiculaire qui est présent aux apex, mais quand on descend vers les bases, on l'entend moins bien, voire pas du tout. Les 2 bases pulmonaires sont mates à la percussion, surtout à droite. Pas de pâleur conjonctivale, et on voit des lésions cutanées résiduelles, principalement desquamatives, au niveau palmoplantaire. Qu'en pensez-vous? Alors, épanchement pleural, dit le docteur Attali. Je suis d'accord, la clinique est très en faveur de ça. Avez-vous d'autres idées? Métastase pleurale avec syndrome d'épanchement liquidien. Oui, on est d'accord, c'est la première chose qui vient à l'esprit. Métastase. Alors, hop, embolie pulmonaire également. Faire bio et ECG de précaution. Décompensation cardiaque, c'est vrai qu'il faut y penser.
J'ai l'impression que vous avez à peu près pointé toutes les, toutes les questions qu'on pouvait se poser. Effectivement, compte tenu du risque thrombogène des états cancéreux, il faut avoir l'EP dans un coin de tête. La clinique de l'auscultation et de la percussion fait quand même très épanchement pleural. Et il ne faut pas passer à côté éventuellement d'une anasarque qui serait d'origine cardiaque. Ça tombe plutôt bien parce que l'échographie clinique va nous permettre de répondre à pas mal de ces questions. Voici la base pulmonaire droite du patient. Sur l'image de gauche, c'est avec une sonde linéaire en mode pleuropulmonaire, donc trapézoïdale. Et donc, on est proche de la surface. À droite, c'est la même région, mais avec une sonde convexe qui est réglée, vous voyez, avec une profondeur beaucoup plus importante pour aller regarder le plus loin possible. Comme toujours, on voit beaucoup mieux sur des images dynamiques que sur des images figées, mais comme toujours aussi dans la pratique clinique, enregistrer des boucles vidéo, ça prend un petit peu de temps et souvent ce temps, nous ne l'avons pas. Donc, je vous présente des images qui sont d'une qualité moyenne. Elles étaient très bonnes sur l'écran de l'échographe au moment de la réalisation de l'examen. Donc, il est clair qu'il y a un épanchement pleural et qu'il y a un épanchement pleural abondant. On voit ici le feuillet pleural pariétal, le diaphragme et de la flotte avec quelques artefacts ici. Et on voit que cet épanchement, il est très très abondant, puisque avec la sonde convexe, on voit qu'il occupe quasiment tout l'hémithorax, avec un pauvre morceau de poumon tout ratatiné par ici. C'est un examen qui a été fait sur un patient assis, donc ces images derrière ne sont pas forcément des dépôts hématiques. Il aurait fallu y penser si le patient avait été couché, mais là, c'est peut-être un mélange de dépôts ou peut-être une image pulmonaire. Sur l'image dynamique, on le verrait, là sur l'image statique, je ne me souviens plus. On continue l'examen un peu systématique des poumons. On est toujours à droite dans le champ médian. Donc ici, on est sur le milieu de l'hémithorax. Et ici, c'est la sonde qui pointe vers le haut. On est vers l'apex pulmonaire. Et donc on retrouve des artefacts correspondant au parenchyme pulmonaire tout en haut du poumon, avec deux magnifiques traînées de Lindbergh, mais qui sont limitées uniquement à la base. Et sur l'apex, alors là encore l'image n'est pas formidable, on voit ici l'ombre des côtes, ici la ligne pleurale, et puis il y avait des lignes A intermittentes ici et ici que je n'ai pas saisies sur cette image d'écran. L'échographie clinique conclut à la présence d'un épanchement pleural bilatéral qui est prédominant à droite et qui est très abondant. En dehors de la base de la base qui du coup est très remontée du poumon droit, il n'y a pas de ligne B, les régions ventilées ventilent. La ventilation du poumon droit est limitée à l'apex. Le poumon gauche ventile un petit peu plus, apex et champ moyen. Je regarde le cœur avec beaucoup de prudence parce que je ne suis pas équipé d'une sonde fesse d'arrêt pour faire vraiment les échos-cœurs et je ne suis pas encore formé. Donc je suis capable de jeter un coup d'œil sur le cœur avec la sonde abdo, mais pour le moment, pas beaucoup de faire plus. En tous les cas, c'est suffisant pour se faire une idée de la fonction VGVD et d'une éventuelle dilatation des cavités cardiaques. Ça se voit relativement bien au coup d'œil. C'est aussi largement suffisant pour dépister un épanchement péricardique dès lors qu'il est abondant. Pas d'épanchement péricardique, fonction VGVD qui paraissent normales, pas de dilatation des cavités droites, et je jette aussi un coup de sonde rapidement à l'espace de Köhler, à l'espace de Morrison et à l'espace de Douglas, pas d'épanchement dans l'abdomen. Avec tout ceci, je me dis que l'embolie pulmonaire est peu probable, ce d'autant que cliniquement, il n'y avait pas de signe de phlébite, il n'y a pas de dilatation des cavités droites, l'épanchement est bilatéral, l'anasarque ou l'insuffisance cardiaque est a priori peu probable,
Donc l'hypothèse que vous aviez formulée d'un épanchement pleural d'origine carcinomateux est très fortement mise en avant. J'appelle l'oncologue du patient qui me dit ah oui, c'est embêtant, je vais le revoir dès que possible. Dès que possible pour les oncologues parisiens, et là pour le coup, c'est vraiment une oncologue qui est très sympa. C'est quand même 5 jours parce qu'ils ont un travail énorme. Et entre-temps, l'oncologue et moi, on se dit qu'on ne peut pas laisser le patient comme ça parce qu'il est trop gêné. On discute d'une possible ponction évacuatrice en sachant que c'est tout à fait faisable au cabinet, mais on est un peu limité au niveau du matériel. Notamment, je n'ai pas de bocal, je n'ai pas de gros trocars pour les ponctions pleurales. Donc, je lui dis, je pourrais évacuer qu'une partie du liquide avec une seringue de 50 et une grosse aiguille. Je peux peut-être enlever 10 seringues de 50, mais je ne pourrais pas faire beaucoup plus. L'oncologue me dit, je pense que ça vaut la peine, ça va lui faire du bien. J'explique au patient ce que l'on peut faire et les limites de la chose. Le patient me dit, OK. Du coup, on se programme un nouveau rendez-vous le lendemain pour lui faire une ponction éco-guidée en conditions stériles, comme toujours sous anesthésie locale. D'abord un point d'anesthésie cutanée à l'aiguille fine, puis une anesthésie traçante avec l'aiguille verte qui servira à la ponction. On retire 600 ml de liquide citrin clair que je n'envoie pas au labo parce que je savais déjà que l'oncologue allait l'évacuer à l'hôpital et envoyer ça directement à son labo. On n'enlève que d'un côté parce que, en étant en ville, piqué dans la plèvre des 2 poumons, ce n'est pas complètement sécuritaire, même si c'est exceptionnel l'idée de faire un pneumothorax, on n'a pas envie de le faire bilatéral. Et puis, j'enlève qu'une partie du liquide parce que, en aspirant comme ça à la seringue de 50, et puis on vide la seringue, on remet la seringue, on aspire, c'est quand même pas des conditions idéales. Et au bout d'un moment, le patient est un peu fatigué d'être comme ça, assis en le dos rond sur un coussin. Néanmoins, avec seulement 600 ml d'évacuation, le patient est extrêmement soulagé, il n'a plus mal du tout, et il retrouve une capacité de marche de 30 minutes, ce qui pour lui est un changement en termes de qualité de vie. Il voit l'oncologue, et là, les nouvelles ne sont pas bonnes, malheureusement. Reprise évolutive de la maladie avec localisation pleurale, donc vous aviez bien fait le diagnostic. Comme prévu, elle fait une courte hospitalisation pour évacuer complètement l'épanchement des 2 côtés, et il démarre une nouvelle ligne de chimio, G10, après la consultation initiale. Tout ça, c'était il y a à peu près 2 semaines et demie. Le patient n'a plus de dyspnée, il n'est plus douloureux, et il sera réévalué après 4 cures de chimio. Ce qu'en dit l'oncologue, c'est que probablement avec un nouveau protocole, ils vont réussir à stabiliser les choses pendant un certain temps, 1 an, 2 ans peut-être. Le pronostic est défavorable, mais on n'est pas encore en fin de vie du tout. Quels apports de l'éco-clinique dans cette histoire? Vous voyez que vous aviez très bien fait les bonnes hypothèses cliniques et que la suite, c'était probablement de faire une bio, un ECG, une imagerie, d'aller plus loin. L'intérêt de l'écho, c'est que j'ai mis la sonde juste après avoir posé le stéthoscope. Et ça a permis de passer tout de suite, en quelques secondes, d'une hypothèse ou de question à une certitude sur le diagnostic d'épanchement très abondant. Ça a permis d'éliminer un syndrome alvéolaire ou interstitiel et du coup, on était tout de suite moins en faveur d'un poumon mouillé d'origine cardiaque, d'autant plus que l'échoscopie cardiaque était normale, qu'il n'y avait pas d'épanchement ailleurs. Donc, ça nous rassurait aussi sur une éventuelle anasarque d'insuffisance rénale. Je ne vous l'ai pas dit, mais les reins étaient d'aspect normal en écho, ce qui est là aussi rassurant. Ça a permis de guider le geste de ponction. Donc, ça a enrichi la pratique. Ça a aussi permis, et ça je pense que c'est très important, de crédibiliser, de faciliter l'échange avec la spécialiste hospitalière. Parce que dire, voilà, cliniquement, je pense que c'est probablement un épanchement, mais il y a peut-être une EP où aller savoir, l'oncologue va très probablement dire, bon, ok, envoie-le aux urgences et ils vont faire le tri. Aux urgences de l'hôpital où il est suivi, qui est un service que je connais puisque j'ai fait des stages d'échographie, la première chose que les urgentistes auraient fait, c'est une écho. Donc on a finalement
fait au cabinet de médecine générale une étape qui, jusqu'à présent, était souvent faite aux urgences. Et ça a permis d'éviter le passage aux urgences pour aller directement chez l'oncologue, en plus en proposant un soin qui a soulagé le patient en attendant qu'il passe par l'hôpital. Donc ça, à la fois, ça décharge les urgences et ça évite à ce monsieur qui vit quand même une situation moralement très difficile, ça lui évite, les urgences parisiennes actuellement, c'est 6 à 12 heures d'attente dans une ambiance qui est très tendue. C'est pas mal d'avoir pu éviter cela à ce patient. Voilà, comme tout à l'heure, est-ce que vous avez des remarques à faire ou des questions à poser sur ce cas clinique? Je vois des choses dans le Q&A. Hop, ok. Oui, c'est bon. Alors, je regarde juste où nous en sommes parce que je suis un peu bavard. Je vais aller du coup un petit peu plus rapidement sur les deux cas suivants pour qu'on ait le temps de les voir. Alors, ça ne marche pas. Voilà. Cas numéro 3. C'est une histoire beaucoup plus ancienne. C'est une histoire qui a eu lieu alors que je venais depuis quelques semaines d'acheter mon Yolite, donc j'étais tout content et j'avais tendance à faire un peu des échographies à tout ce qui bouge pour me faire la main. Il s'agit d'une dame de 68 ans qui est veuve, sans enfant. Elle est retraitée mais très active puisqu'elle traduit des livres. Dans ses antécédents, diabète sucré de type 2, reflux gastro-œsophagien et une dépression récurrente très ancienne. Elle est traitée par metformine 1000 2 fois par jour et venlafaxine 75 3 le matin. Elle consulte pour une altération générale, se sent pas bien, fatiguée. Elle a des nausées sans vomissement et des douleurs lombaires à droite depuis 48 heures. Cliniquement, elle a une douleur à l'ébranlement de la fosse lombaire droite, fébrile à 38,5, pression artérielle normale, un peu tachycarde. Elle ne m'avait pas parlé de brouillon mictionnel ni de gêne au niveau urinaire, mais quand même, la douleur de la fosse lombaire, j'insiste un peu à l'interrogatoire. Et la patiente me dit oui, c'est vrai que j'ai l'impression d'aller faire pipi un peu plus souvent. Je lui fais une bandelette qui revient franchement positive avec 3 croix de Leco, 2 croix de sang, pas de nitrite. Reste l'examen clinique parfaitement normal, pas de marbrure. À ce stade, qu'est-ce que vous avez en tête? Une pyélo. Une pyélo. Ah, alors, j'avais vu une question sur le cas, une question d'Imen sur le cas précédent, c'est le risque de dissémination cancéreuse lors de la ponction si on suspecte une étiologie carcinomateuse. Donc, je fais juste une parenthèse pour répondre à cette question qui est très pertinente. Je me la suis posée et du coup, je l'ai posée à l'oncologue qui a dit normalement non, parce que c'est probablement des nodules pleuraux localisés et que du coup, si tu vois un nodule en écho, tu es gentil, tu piques à côté. Et par ailleurs, de toute façon, on va y aller avec la chimiothérapie. Mais la question était extrêmement pertinente. Je me la suis effectivement posée et je n'ai pas voulu mettre une aiguille dans ce monsieur avant d'avoir un feu vert de l'oncologue. Merci pour la question. Je reviens à cette histoire de pyélonéphrite. Je mets quand même un smiley pour le docteur Belaouche. Voilà. Donc, pyélo droite, septicémie à point de départ urinaire, pyélo obstructive, et Dr Colson dit intérêt pour éliminer une dilatation calicielle. Vous allez voir à quel point vous avez raison. Hop. Alors, le Gravitz. Voici le rein droit de la patiente. La première chose que je vois en posant la sonde, c'est une magnifique lithiase, ici, avec son cône d'ombre. Alors, on voit que je débutais à l'époque parce que mes images sont un peu trop blanches. Je n'ai pas très bien réglé le contraste. Étienne, ne m'en veuillez pas, j'étais jeune. On voit une deuxième lithiase, ici. Et puis là, sur cette coupe, il y a un petit quelque chose qui me déplaît légèrement. On voit un peu trop bien ce calice.
Accessoirement, je le note pour mémoire, il y a un joli kyste cortical de ce rein droit qui est complètement banal et qui est, on le saura plus tard quand on complétera l'imagerie, et on a un autre de l'autre côté et aucune importance. En revanche, ça, là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que les cavités piélocalicielles que je vous dessine ici avec le pointeur sont beaucoup trop visibles. Alors, ça n'est pas une dilatation massive. Sur la classification de King des dilatations calicielles, c'est le stade 1, c'est-à-dire que c'est débutant. Mais en tous les cas, ce n'est pas du tout normal. Alors, comme souvent dans ces cas-là, quand on a un doute, en se disant j'ai l'impression que j'ai vu quelque chose, mais je ne suis pas bien sûr, eh ben, d'une part, on peut regarder des images sur Internet. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est regarder des images dans le patient en allant regarder l'autre rein. Et clairement, quand on regarde l'autre rein de la dame, c'est franchement pas pareil du tout. Très clairement, à droite, c'est dilaté. À droite, c'est dilaté. Il y a de lithiase, donc on sait pourquoi c'est dilaté. Je conclus présence de deux lithiases calicielles, dilatation modérée des cavités excrétrices. Chose très importante, la douleur est écolocalisée au niveau de la loge rénale. Quand on se pose la question d'une pyélo ou d'une lombalgie avec cystite, quelque chose qui marche bien, c'est de demander au patient est-ce que c'est là que ça fait mal? Et puis on appuie avec la sonde là où se trouve le rein ou sur les masses musculaires lombaires. Et ça rate pas. Alors, j'ai pas d'études pour le dire, c'est simplement ma petite expérience clinique. Quand c'est la pyélo, c'est vraiment en appuyant sur le rein que les gens disent qu'ils ont mal. Quand c'est la lombalgie, vous appuyez tout ce que vous voulez sur le rein, ils disent non, non, c'est plus bas. Vous appuyez sur le carré des lombes ou sur les paravertébraux, et ils disent ah ouais, aïe, ça fait mal. Pas d'anomalie du rein gauche, sauf le petit kyste cortical bilatéral. Pas d'anomalie de la vessie. Les jets urétéraux en Doppler à encodage couleur sont présents des deux côtés, ce qui est un petit peu rassurant dans la mesure où l'obstruction n'est pas totale. Ce rein excrète quand même, ce rein droit. Je jette un coup de sonde sur la veine cave inférieure pour voir quelle est sa pulsabilité avec la respiration. Il n'est pas complètement collabé, donc a priori, pas de signe indirect échographique de déshydratation. Il n'empêche que l'on est devant une pyélo droite sur obstacle, avec dilatation des voies excrétrices, pas de signe clinico-échographique de sepsis sévère, mais c'est quand même une situation relativement sérieuse. Et là aussi, le fait d'avoir des certitudes échocliniques me permet de négocier facilement avec les hospitaliers et d'éviter le passage aux urgences. J'appelle la copine en médecine interne, c'était un 14 juillet, dans mon hôpital, j'appelle les internistes, ils me disent écoute, il n'y a pas de problème, je suis d'astreinte, je te la prends, juste c'est toi qui viens faire la visite. Donc bon, je mets la patiente dans un lit de médecine interne, je mets ma blouse, je me déguise en interniste pour passer inaperçu et on lance le bilan et on commence une antibiothérapie par fluoroquinolone. Euh, le soir même, on avait organisé la pose de la sonde double J avec les urologues de l'hôpital d'à côté. La suite de l'histoire, c'est qu'on a la surprise de découvrir que cette dame a une insuffisance rénale sévère, à 28 ml de débit de filtration glomérulaire en CKD-EPI. Heureusement, pas d'anomalie du ionogramme. Elle avait des signes septiques à la bio avec 11 000 polyneutraux, une CRP à 40. Le CBU retrouve un colibacille multisensible, notamment sensible à l'acide nalidixique, donc les quinolones, c'était bon. Apyrexie, disparition des douleurs en 48 heures. On prend secondairement un avis néphro, on se demande s'il faut faire une PBR ou pas. Le néphrologue dit oui. Il y a peut-être une composante de néphropathie diabétique, mais l'embêtez pas trop, contrôlez au bout de quelques temps. Et en fait, lentement mais sûrement, sa clairance a remonté. Actuellement, elle conserve une insuffisance rénale séquelaire, compte tenu du fait que son diabète n'est pas sévère et qu'il n'y a aucun autre signe de microangiopathie nulle part ailleurs. Les néphros ont plutôt tendance à penser qu'elle a abîmé son rein avec cet épisode et que probablement, sans le savoir, elle avait déjà abîmé ses reins sur des épisodes similaires d'obstruction spontanément résolutif. Elle a été fort mécontente d'avoir la sonde Gigi parce qu'elle avait envie de faire pipi tout le temps, mais fort contente de ne pas être décédée d'un choc septique à point de départ urinaire,
ce qui est quand même la complication majeure de ces pyélos sous tension sur obstacle. Ce que je trouve intéressant dans l'histoire, c'est un peu une parenthèse, c'est que cette dame était veuve de relativement fraîche date. Son mari était mort à peu près 6 mois plus tôt. Et il était mort d'un sepsis à point de départ urinaire. Comme quoi, parfois, il y a des coïncidences étranges. Quels apports de l'écho clinique dans cette histoire-là? Ça a permis de confirmer l'origine rénale de la douleur. Surtout, la découverte de l'obstruction des voies excrétrices a totalement changé la prise en charge. C'est vrai que sans écho clinique, sur ce tableau-là, il est probable que j'aurais dit « Ok, c'est une pyélo, ECBU, nul CRP et fonction rénale, fluoroquinolone en ville, et puis on attend les résultats. » Le problème, c'est que sur ce tableau-là, si on n'avait pas dérivé le rein, je ne sais pas à quel point elle aurait perdu de la fonction néphronique. Et puis, malgré l'antibiothérapie, quand c'est sous pression, ça peut transloquer. On n'était quand même pas très, très confortable. Voilà cette histoire. Avez-vous des questions? Alors, je vois des Q&A. Alors, cave inférieure mesurée au coup d'œil. À l'époque, je la mesurais encore, mais maintenant, je la fais au coup d'œil. Mais pour le coup, je l'avais mesurée. On élimine quand même abcès ou colique néphrénique fébrile avec une écho au cabinet. Alors, l'échographie n'est pas un bon moyen d'éliminer la colique néphrétique parce que s'il n'y a pas d'obstacle, ce que l'écho pourra vous dire, ce que l'écho clinique pourra vous dire, c'est ça fait mal du côté du rein. Mais il n'y a pas d'image spécifique de la colique néphrétique en écho. Ce que l'on peut voir, ce sont les abcès du rein quand on arrive trop tard sous forme de triangle hypoéchogène à base périphérique. Mais ça se voit relativement rarement, ça se voit plutôt mieux au scanner. Et heureusement, en général, on ne les voit pas. Donc, en cas de pyélo simple, il n'y a rien à voir, mis à part le fait que c'est plutôt au niveau du rein que ça fait mal. Donc l'intérêt, il est surtout d'éliminer un obstacle, une dilatation des voies excrétrices. Et puis, moi, ça me rassure parce que ça me permet de me dire, ok, c'est pas quelqu'un qui a une lombalgie et une cystite, ça fait quand même bien mal au niveau du rein. Alors, est-ce que la veine cave est toujours un bon indicateur de l'hydratation du patient? Je n'ai pas de certitude parce que je n'ai pas revu la littérature depuis très longtemps sur ce sujet. Dans mon souvenir, c'était un relativement bon indicateur. Je pense que les réanimateurs qui s'intéressent très fort à ces questions ont fait des études et je ne sais pas où ils en sont actuellement. C'est certainement mieux que la clinique ou un bon complément de la clinique si on veut chercher des patients qui sont pléthoriques, notamment quand on les remplit beaucoup en réa ou à l'hôpital, ou des patients qui sont très hypovolémiques. Mais est-ce que c'est un excellent indicateur? Je ne serais pas capable de vous dire parce qu'il faut que je fasse la littérature. Effectivement, la sémiologie, c'est la variation de diamètre de la cave, le long de la coupe hépatique, quand on est bien dans le milieu de la cave et qu'on mesure en mode temps de mouvement la variation de diamètre de la cave entre inspiration profonde et expiration. Normalement, quand ça fait plus de 50 à 60% de variation, on soupçonne fortement que le patient est déshydraté. Et à contrario, quand la variation respiratoire est abolie, on est quasiment certain que le patient est en surcharge. C'est ce que j'avais en tête, mais encore une fois, je n'ai pas fait la littérature, donc je ne voudrais pas être affirmatif là-dessus et ne pas vous dire de bêtises. Alors, il me reste un cas clinique à vous présenter, mais on a déjà atteint la limite de temps. Est-ce que vous souhaitez qu'on reste un petit peu plus longtemps ensemble ou bien on se garde ce cas clinique pour une prochaine fois? Vous savez, je pense que vous avez un tel groupe de fans, je pense qu'ils en veulent encore plus. Donc, je pense qu'on peut. Ceux qui ont un apéro Zoom de prévu, peut-être nous quitteront, mais je pense que la majorité sera ravie de découvrir ce nouveau cas. On peut continuer. Merci beaucoup pour votre patience. Je suis désolé, je suis assez bavard. Alors, le dernier cas, c'est l'histoire d'un homme de 58 ans
marié, sans enfant, qui a un assez gros poste dans le monde du sport. J'en dis pas plus justement pour garder l'anonymat. Il a pour antécédent un ulcère gastrique, un reflux gastro-œsophagien et une hypertension artérielle. C'est un homme qui a toujours été très très sportif. Je me souviens de la phrase où il me disait « Moi, quand j'avais 30 ans, je grimpais au mur comme un furieux », pour dire à quel point il avait de l'énergie et il faisait du sport. Il est sous valsartan 40 pour son hypertension, bien équilibré. Il est sous oméprazole 20 mg pour son reflux. Et globalement, il va bien, sauf que il consulte un soir. C'était on a un cabinet qui ouvre jusqu'à 22h30 pour assurer la permanence de soins. Donc je le vois, je crois, vers 21h30. Il consulte parce qu'il a travaillé comme un furieux justement toute la journée et il vient après sa journée de boulot en disant je suis fatigué, et puis ça fait une semaine que j'ai mal au ventre là. Son mal au ventre là, c'est une douleur sourde de l'hypocondre droit, pas vraiment précise, pas de défense, pas de contracture, c'est sensible quand on appuie. Il n'a pas de trouble du transit. Il dit qu'il n'a pas l'énergie d'habitude, ça ne lui va pas. Il a un transit auscultatoire, subfébrile, 37,9, et une pression artérielle qui est dans les clous, mais que je trouve un petit peu basse pour un monsieur hypertendu qui est d'habitude plutôt aux alentours de 135. Fréquence cardiaque que je trouve un peu rapide. N'oubliez pas que c'est un grand sportif et que d'habitude, il se promène plutôt à 55-60 de fréquence cardiaque. Le reste de l'examen clinique est vraiment sans anomalie. Et pourquoi est-ce que je fais un écho à ce monsieur? Fondamentalement parce que j'y comprends rien, premièrement. Deuxièmement, parce que je ne le sens pas. Il y a mon gut feeling, ce truc qui a été par ailleurs bien étudié, qu'on retrouve chez les médecins qui ont pas mal d'années de bouteilles, où il y a des fois, on ne sent pas trop, ça ne rentre pas dans les cases, on n'est pas à l'aise. Et les études montrent que c'était surtout fait en pédiatrie, mais les études montrent que le gut feeling d'un praticien expérimenté est un assez bon prédicteur de situations plus graves qu'à l'accoutumée. Donc je ne le sens pas, ce monsieur. Et comme j'y comprends rien, je fais l'écho, cette fois-ci en me disant, bon, lui, je lui fais une écho abdo, mais de la cave au grenier, je regarde tout, comme quand j'étais en stage de radio à l'hôpital. Alors, pour aller un peu vite, du coup, si vous avez des idées à ce stade, dites-le moi. Alors, la cholécystite, oui. Cholécystite, angiocolite, anévrisme de l'aorte abdominale, bravo d'y avoir pensé. Mais maintenant, c'est ma hantise. Tumeur du foie, cholécystite, angiocolite, les voies biliaires ont la cote. Cholangiocar, bien vu d'y avoir pensé. Cancer de la tête du pancréas. Appendoc rétropéritonéal, bravo aussi d'avoir pensé à l'appendoc. Alors, vous allez voir que là, l'écho nous aide quand même beaucoup. Hop. Alors, globalement, ça, c'est le foie du monsieur. Encore une fois, les images en dynamique sont beaucoup plus parlantes qu'en statique, mais on a cette formation arrondie, hypoécogène, hétérogène, qui ne se rehausse pas du tout en Doppler à encodage couleur. C'est dans le segment 4. Ça, honnêtement, ça n'a pas d'intérêt de savoir que c'est dans le segment 4 quand on n'est pas radiologue, mais comme je me suis cassé les pieds à l'apprendre quand je faisais mon DU, du coup, je me la pète, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Il y a en tout cas une pêche dans le foie de ce monsieur, et le reste de l'examen est complètement normal. La veine cave inférieure n'est pas du tout dilatée. L'aorte n'est pas extasiée. Les voies biliaires ne sont pas dilatées. Le flux portal est dans le bon sens. La vésicule biliaire a une paroi fine. Il n'y a pas de lithiase, pas de sludge. Il n'y a pas de douleur à la pression de la VB. C'est un peu sensible quand on presse du côté de l'image, mais sans plus. Je ne vois pas le pancréas, donc je suis un peu embêté pour conclure à ce niveau-là, parce que le monsieur n'est pas à jeun et que quand même le pancréas en écho,
ça se voit pas très bien, c'est pas un des trucs les plus faciles et l'examen n'est pas un des examens, pardon, l'écho n'est pas un des examens les plus performants pour visualiser le pancréas. Si on veut bien le voir, il faut que le malade soit à jeun et puis vous lui faites boire une grande quantité d'eau juste avant de l'examiner pour remplir l'estomac. Comme ça, vous avez une fenêtre ultrasonore à travers l'estomac, vous aurez de belles images du pancréas. Mais même avec ça, on peut très facilement rater quelque chose et on ne verra dans le pancréas que des trucs assez évidents. La preuve, même les radiologues ratent quelque chose et quand ils veulent examiner le pancréas, c'est scanner au pancréato-IRM, en vrai. Euh, je regarde du côté de la fosse iliaque droite, je ne vois pas d'image me faisant penser à un appendice qui serait visible en écho, mais s'il est rétrocécal, on ne va pas le voir du tout. En tous les cas, il n'y a pas de signe de McBurney ou de Murphy échographique. Donc on se retrouve juste avec cette image-là. Et pour le coup, la veine cave inférieure, il y a un truc quand même qui m'embête, c'est que quand le monsieur inspire, bah, elle disparaît carrément. C'est plus que 50% de diminution du diamètre, c'est je m'aplatis totalement. En résumé, ce monsieur, il est fébrile, il a une grosse lésion focale hépatique de 4 cm, hypoéchogène hétérogène, une altération d'état général et des signes d'hypovolémie sans marbrure. Et donc là encore, c'est la même histoire que dans les autres cas que je vous ai présentés. Ça va surtout nous aider à éviter les urgences et dialoguer avec les cliniciens hospitaliers. Je suspecte fortement un aspect hépatique et je suis franchement inquiet parce qu'il est 9h30, 10h le soir et que, qu'en général, c'est les vendredis soirs que je fais la fermeture. Donc, on est veille de week-end et je me dis que le monsieur, il peut très bien être septique systémique. Du coup, j'appelle les copains en médecine interne. Euh, alors, un abcès, même si c'est très hétérogène, oui, ça peut. Ça peut principalement parce que cet aspect hétérogène, c'est pour le coup, ça peut être parce qu'il y a des bourgeons si c'est une tumeur qui s'est abcédée, ou ça peut être des artefacts parce qu'on n'était pas sur une image de très très bonne qualité. Donc, l'abcès, autant l'abcès des parties molles, il va être assez franchement anéchogène avec un renforcement postérieur, autant quand on est dans le parenchyme hépatique ou dans du parenchyme d'organes, ça peut être moins franc que ça. Mais c'est vrai qu'on pouvait se poser la question d'une tumeur partiellement nécrosée. Et ce qui, pour le coup, c'est bien pour ça que je vous parle depuis tout à l'heure d'échographie clinique. Ce qui m'a fait penser à l'abcès, c'est surtout la clinique. Le monsieur fait un peu sceptique. Je ne suis pas sûr que c'est un abcès hépatique. Ce serait vraiment une faute d'affirmer un diagnostic sur les données que j'ai là. En revanche, je me dis que la chose qu'il faut éliminer et traiter d'urgence, il n'y en a qu'une, c'est l'abcès hépatique. Donc, je vends, entre guillemets, le patient à mes collègues de médecine interne, comme ça, qui disent hop, 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 vas-y, on fait admission directe dans le service. Le patient fait mon cabinet, ambulance, hôpital, scanner, scanner qui confirme le diagnostic, il pose un drain queue de cochon dans l'abcès sous le scanner pour avoir une bactério, et il commence un traitement probabiliste par Roséphine Flagile. Et puis le patient se dégrade quand même en radio. Il se marbre, la tension artérielle baisse à 90. Ils le remplissent, ils le surveillent en salle et ils évitent le passage en réanimation. Mais pour ce monsieur-là, c'est vraiment pas passé très loin, le septique. Suite de l'histoire, rapidement. La bactérie retrouvera un Streptococcus intermedius sensible à tout. L'évolution clinique et biologique sera favorable. Et on va se mettre à chercher une pathologie sous-jacente puisque les abcès du foie, le mécanisme physiopathologique, c'est une translocation bactérienne le plus souvent à partir du tube digestif. Donc, il faut chercher une tumeur digestive qui aurait fait une sorte de brèche et qui aurait permis la translocation. C'est pour ce monsieur le début d'un parcours hospitalier assez douloureux, en fait. Euh, D'abord, il n'a pas très bien vécu la pose de drain sous scanner parce que probablement l'analgésie ou l'anesthésie ont été mal faites, donc il a eu très mal.
Il a eu dans les suites, c'est pas très très clair, j'ai pas réussi à bien comprendre les comptes rendus d'hospitalisation. Ce que me disait le malade était un peu discordant par rapport au CRH, mais dans les suites, il a été confié au gastro-entérologue pour fibrocolo et sous fibro, apparemment, il s'est mis à saigner de manière très abondante d'une lésion qui a été étiquetée comme un ulcère duodénal. Ça a saigné la rage, il a été transfusé, passage en réa, fibroembolisation. Dans les suites, il a fait un épisode de thrombose veineuse importante, il s'est retrouvé avec un filtre cave et il avait régulièrement des scans TAP, des scans abdos, des IRM, avec une image que les radiologues étiquetaient. C'est un reste de caillot au niveau du deuxième duodénum suite à son épisode ulcéreux, et on n'a rien. Sauf qu'un beau jour, à force de ne pas être en forme, d'avoir mal au ventre, sur un scan, ils se sont dit, cette image de caillot, on n'est pas sûr. On biopsie. Et finalement, on découvre que le point de départ était une tumeur stromale gastro-intestinale, un kyste du deuxième duodénum. Ça s'est donc terminé par une DPC et puis un traitement par imatinib, puisque la bonne nouvelle dans cette histoire un peu malheureuse, c'est que le kyste, maintenant, on a des biothérapies qui sont merveilleusement efficaces et qui obtiennent des rémissions complètes très prolongées chez des patients même qui ont des tumeurs évoluées. Euh, alors, je note, est-ce que le saignement pendant la fibro était une rupture de varices? En fait, il n'avait pas du tout un profil cirrhotique. Il avait un foie qui était échographiquement pas du tout ni stéatosique ni cirrhotique. Il avait un flux portal hépatopète, donc pas de signe Doppler d'hypertension portale. J'ai une question de Grofel qui dit « Rappelez-moi au Doppler », point d'interrogation. Est-ce que vous pouvez préciser la question parce que je ne comprends pas bien? Si la question de savoir si j'ai mis un coup de Doppler couleur sur cette image, la réponse est non. Est-ce que j'aurais dû le faire? Probablement. J'étais petit, là aussi, je me suis dit, ouh, ça sent l'abcès du foie, j'envoie à l'hosto. Donc, ouais, la question était de savoir si c'était hypervascularisé au Doppler. Mais effectivement, ce serait maintenant, j'aurais mis un coup de Doppler. Là, j'avoue que je ne l'ai pas fait. Normalement, dans la littérature, effectivement, la paroi de ce genre de truc est un peu hypervasculaire. Donc, ça fait un moment que je n'ai pas eu de nouvelles de ce patient. Ça fait partie des patients que j'ai un peu envie de rappeler au moment des fêtes de fin d'année pour savoir comment il va, mais je n'ai pas voulu le faire parce que c'était trop invasif. Je le ferai sans doute, je souhaiterais un bon Noël. Apport de l'échographie clinique dans cette histoire-là, la découverte de l'image d'abcès de signe indirect de sepsis sur un tableau qui était quand même cliniquement très très bâtard. C'était quand même très atypique. Il allait objectivement, cliniquement, pas si mal que ça, ce monsieur. Il était fatigué, il avait vaguement mal et un petit train fébrile. Je ne suis pas sûr que sans l'écho, je ne l'aurais pas traité en ambulatoire en disant Niourf, c'est un truc fonctionnel intestinal chelou. Je vais demander l'échographie chez le radiologue, euh, qui fasse ça lundi. Le problème, c'est que si nous avions fait ça, son choc septique, il l'aurait fait dans la nuit de vendredi à samedi à son domicile, et ça se serait sans doute pas bien passé. Et puis, là encore, le fait d'avoir l'écho clinique, ça crédibilise notre discours vis-à-vis de confrères hospitaliers. Je pense que ça dépend aussi beaucoup du lien de confiance qu'on a tricoté avec nos confrères de l'hôpital. C'est-à-dire que quand ce sont des praticiens qu'on connaît, on n'a pas besoin d'avoir fait une écho pour que les gens sachent que si on leur dit écoute, le malade, je le sens vraiment pas, il faut que tu le prennes, ils vont le prendre. Mais quand on est avec des hospitaliers d'un hôpital qu'on ne connaît pas ou avec un praticien qu'on connaît moins, c'est toujours aidant d'avoir des images qu'on peut envoyer par mail au praticien qu'on a au téléphone en lui disant écoute, regarde, j'ai ça dans le ventre, il est vendredi soir, je ne vois pas le renvoyer à son domicile, et on peut peut-être faire mieux que 8 heures d'attente aux urgences. Voilà ces quelques histoires cliniques. En conclusion, je voulais revenir sur quelques points.
Pour moi, c'est un outil qui vient compléter l'examen clinique. Il faut vraiment qu'on reste des cliniciens parce que c'est le cœur de notre métier de médecin généraliste. Ça et la relation avec les personnes, c'est ce qui fait notre spécialité de médecine générale. Euh, Donc, il n'est pas question de remplacer l'examen et l'écoute du patient par l'écho. Ça vient en plus. Sur ces histoires-là, et puis d'autres que je ne vous ai pas encore racontées, en 5 ans de pratique, je pense que l'écho m'a permis d'éviter 3 fois des catastrophes. Au sens où il est possible, pas certain, mais possible, que l'écho ait évité un décès prématuré 3 fois au moins en 5 ans de pratique. Alors, ce n'est pas énorme, 3 entre guillemets vies sauvées en 5 ans, mais c'est quand même la vie de 3 personnes, et puis c'était des gens relativement jeunes. Donc, ne serait-ce que pour ça, je me dis que ça vaut le coup. Mais surtout, surtout, aujourd'hui, je vous ai montré des exemples un peu originaux qui m'ont marqué moi, mais dans la pratique quotidienne, très souvent, on ne fait pas des diagnostics de choses aussi rares ou aussi compliquées, et pourtant, ça nous aide beaucoup. Quelques exemples. Madame est en début de grossesse, a un petit saignement, elle est épouvantablement inquiète pour la vitalité fœtale. Elle va voir dans quelques jours l'échographiste. Cliniquement, on n'est pas inquiet, mais on voit bien que la dame ne se sent pas bien. Je suis totalement incapable de faire de l'échographie obstétricale, c'est trop difficile pour moi, mais je suis très capable de lui montrer son bébé qui bouge et de lui faire entendre le cœur. Si je lui dis, ben, ça ne remplacera pas l'échographie de votre spécialiste, mais au moins vous voyez le cœur bat, il bouge, elle va dormir mieux cette nuit. Un orteil qui fait mal après, vous savez, le coup classique du petit orteil qui se cogne dans le coin de la table et qui fait bien mal, on met la sonde d'écho, ok, on a le diagnostic de fracture. Est-ce que ça va changer la prise en charge? Pas tellement, parce que comme l'orteil était très douloureux, de toute façon, j'aurais fait une syndactylie et des paliers 2. Mais au moins, on peut montrer à la dame en disant, ben voilà, c'est cassé là, vous voyez, c'est pas déplacé. J'ai passé un coup de téléphone au radiologue pour savoir s'il veut faire une radio. Le radiologue m'a dit non, c'est pas la peine. Mais on a pu rassurer la patiente sur le fait qu'on savait ce qu'elle a. Le dépistage des anévrismes de l'aorte abdominale chez les patients d'un certain âge, ça vraiment, ça va sauver des vies. Savoir où ça fait mal. Il n'y a pas très très longtemps, un autre exemple qui me vient, qui n'a pas sauvé une vie, mais qui a permis de rassurer beaucoup le patient, c'est un monsieur transgenre, donc quelqu'un qui est né femme et qui est de genre masculin, et qui venait d'avoir une torsoplastie, c'est-à-dire l'ablation des seins pour avoir une poitrine masculine. Monsieur qui est sous testostérone, qui va bien, et qui vient me voir parce qu'il a mal à sa torsoplastie. J'appelle le chirurgien qui me dit « Ah, Niour, ça va passer ». Et puis, il me dit oh, je ne comprends pas, je mets un coup de sonde d'écho. Et là, clairement, il y avait un magnifique épanchement. Donc, je rappelle le chirurgien, je lui envoie les images, qui me dit ah oui, ça se voit des fois, ça s'appelle un sérome. C'est pas grave, mais c'est très très long à se résorber. Fais-le ponctionner sous écho. Donc, je l'ai ponctionné sous écho et il a été soulagé. Donc, très souvent, l'écho, ça apporte des petites choses, au sens où ça ne va pas sauver des vies à chaque fois. Ce n'est pas ce que j'essaye de vous dire. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous aide à mieux faire, qui complète notre clinique. Et je pense que c'est vraiment tout à gagner, à la fois pour les patients et pour nous, à une condition qui est que si on est des cliniciens utilisateurs d'échographie, ça ne fait pas de nous des échographistes au sens des radiologues. Et tant qu'on ne se prend pas pour des échographistes au sens des radiologues, tant qu'on reste des échocliniciens et qu'on sait passer la main, ben, je pense qu'on n'est pas dangereux. Le maître mot, c'est d'éviter la perte de chance pour le patient. Alors, je vois des histoires d'hydrocèle testiculaire confirmé au Ulight, de globes vésicaux du docteur Courtens, oui. J'ai un globe vésical il n'y a pas très longtemps aussi. Alors, une question concernant la cotation. Ce que dit la réglementation, c'est que pour coter, il faut avoir fait un compte-rendu écrit, et le texte dit entre guillemets, avec quelques images significatives. Donc, il faut remettre au patient normalement un compte-rendu avec des images. Ma pratique à moi, c'est que tout le temps où, tout le temps où je me formais, tout le temps où j'ai
commencer, je ne les cotais pas parce que je n'étais pas tout à fait sûr de moi et j'avais tendance à envoyer chez le radiologue dès que j'avais un doute. Maintenant que j'en ai fait quelques milliers, je m'autorise beaucoup plus à les coter et je fais quelque chose, c'est ma pratique personnelle et je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait bien. Je fais toujours un compte-rendu dans le dossier du patient, comme si je tapais un compte-rendu d'écho, et j'enregistre toujours des images sur SonoReplay grâce au système qui est vraiment pratique. Et lorsque j'ai le temps, je tape un compte-rendu avec SonoReplay que j'enregistre dans le dossier du patient et que je lui fais remettre par mon secrétariat. Mais très souvent, comme tous les généralistes, je suis un peu dans le jus. Et quand je n'ai pas le temps de faire ça, ben maintenant, je m'autorise à coter quand même en disant, si je me fais contrôler, je dirais, oui, j'ai les images significatives, j'ai le compte-rendu, je les ai juste pas mis ensemble sur un papier. Et je pense que, en tout cas pour moi, ce qui est important, c'est que je n'ai pas l'impression de tricher en cotant. C'est-à-dire que j'ai l'impression, finalement, coter, c'est facturer à la collectivité un geste que l'on a fait qui requiert certaines compétences. Je vais facturer lorsque j'ai l'impression que j'ai les compétences pour ce que je facture. Et puis, il y a des fois, par exemple, quand je jette un coup d'œil sur le cœur des gens, parce que j'ai envie de voir, franchement, je suis royalement incompétent en échographie cardiaque, il est hors de question que je cote. Mais si un jour je me forme à l'échographie cardiaque, faut que tous ensemble on arrive à convaincre Martin Berdychevsky de m'offrir une sonde cardiaque. C'est pas gagné. Mais si un jour je me forme à l'échographie cardiaque, peut-être alors je les coterai. Alors, une question de monsieur ou madame Groffel sur les sondes pour ponction. Comme c'était superficiel, j'ai utilisé une sonde linéaire à haute résolution, les sondes Barrett. Mais suivant ce que l'on ponctionne, si c'est gros et chez quelqu'un qui a une certaine épaisseur de tissu, ça m'est arrivé à l'époque où je n'avais pas encore de sonde linéaire, de faire une ponction guidée avec la sonde convexe en réglant sur très superficiel. C'était l'option très superficielle avec la convexe, c'est en partie parce que j'ai beaucoup embêté Aurélien Dosque il y a des années en lui disant qu'il fallait mettre ça. Et, et voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de vous raconter. Je vous remercie énormément pour votre attention et pour votre participation. Alors, je regarde s'il y a encore des questions et réponses. Merci beaucoup à toutes, à tous, et puis très très bonne soirée. Merci docteur. Merci docteur. Je crois que c'était encore un très beau rendez-vous avec vous. Et puis tous les auditeurs et tous les spectateurs ont vraiment apprécié votre pertinence et votre humanité. Je crois que c'est vraiment ce qui ressort dans toutes vos interventions et c'est très touchant. Et on a envie que vous soyez, c'est ça avec toute la communauté Sonoscanner, on a envie que vous soyez tous nos docteurs quand on n'est pas. Donc merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour vos patients. Un petit mot de conclusion. Merci à tous pour nous avoir suivis. Marie vous renvoie le lien pour ceux qui nous ont pris en cours de route, qui vous permet de profiter d'une offre promotionnelle de fin d'année. C'est l'occasion de sauter le pas dans des bonnes conditions et de vous mettre à l'échographie, d'utiliser cet outil dans votre pratique pour, dans quelques années, faire une intervention avec nous pour échanger les cas cliniques que vous aurez rencontrés en cabinet et pour lesquels l'échographie vous aura aidé. Merci à tous, passez une très bonne soirée et à très bientôt pour une nouvelle formation en ligne. Merci.